Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la dernière vidéo, la vidéo numéro 5 de du tutoriel pour faire un jeu vidéo sur Unity. Donc aujourd'hui, on va voir, déjà on va terminer au niveau de l'animator, les animations de notre personnage pour que quand il saute, on voit qu'il saute. Quand il descend, il va descendre, enfin il va tomber. Hem, on va améliorer notre gemme pour que lorsqu'on l'attrape, elle va pas juste disparaître et puis, on a une gemme sur, le nombre de gemmes qu'on a. Mais on va faire en sorte que lorsqu'on prend notre gemme, elle va venir disparaître et se téléporter quelque part, où est-ce qu'on voulait qu'elle se téléporte, pardon. On va donner une sorte de zone où on veut qu'elle se téléporte entre un point et un autre point. Du coup, dans cette zone-là, elle va pouvoir se téléporter. 2e chose, enfin 3e chose plutôt, on va voir comment mettre un visuel, je veux dire un score au niveau du côté de notre écran, pour savoir combien de gemmes on a sur le total, si on a un total, et cetera. Puisqu'étant donné qu'on peut en avoir infiniment, c'est pas tout à fait vrai. Et pour finir, on verra comment améliorer notre map et la finir et faire quelque chose de beau et propre. Voilà. Donc on se retrouve là où je vous avais laissé la dernière fois. Je vous avais laissé avec la gemme qui fonctionne, mais l'animator qui ne fonctionne pas. Alors pour modifier l'animator, on va revenir sur le player et on va aller modifier un peu le code. On va rajouter une ligne. C'est tout bête. On vient tout en bas. Et en fait, ce qu'on veut vérifier, déjà on va modifier une ligne et on va rajouter une ligne. Première étape, on va rajouter qu'on veut voir le sol. Donc si on détecte le sol ou si on ne le détecte pas. Pour ça, on va venir ici et rajouter animator.setBool.foundGround grounded. Donc là, on voit, c'est une nouvelle variable qui va s'appeler foundGround. Ça va être une booléenne et elle va venir s'initialiser selon la valeur de grounded. Et grounded, il dépend de si on touche le sol ou on touche pas le sol. Donc si on est sur le sol, alors on n'est pas en train de sauter. Par contre, si on n'est pas sur le sol, on est peut-être en train de tomber ou alors on est en train de sauter. Pour ça, il va falloir juste modifier aussi le vertical speed pour changer math absolu, puisque c'est pas l'absolu des maths qu'on veut, mais c'est juste la valeur du rigid body. Voilà. Et là, on peut retourner sur Unity. Ça va prendre un petit temps de chargement. On va rajouter notre nouvelle variable foundGround au niveau des paramètres. Et là, on va faire plein de branchements au niveau de jump et de fall. On va voir qu'il y en a beaucoup. Donc on rajoute bool, on rajoute found ground et on vient ici à AnyState faire une transition à jump, une transition à fall. On va d'abord modifier le jump ici. Donc on enlève l'exit time et la durée de transition. On vient au niveau des conditions et on change character speed par found ground et on veut pas trouver le sol. C'est quand on trouve pas le sol que ça va fonctionner. Même chose, mais là on va faire la vertical speed, on veut qu'elle soit supérieure à 0.01. On passe à fall. Donc fall, on veut enlever le temps de transition. On fait attention qu'on n'a plus l'exit time, on l'a plus. On rajoute deux conditions. Donc found ground, on veut pas trouver le sol. Et vertical speed, on veut que ce soit inférieur à 0.01. Voilà. Et là, on va faire une transition de fall à sprint. Et une transition de fall à idle. Ce qu'on veut, c'est enlever l'exit time, la durée de transition. Là, ce qu'on veut, c'est vérifier si notre vitesse de déplacement, elle est supérieure du coup à 0.1. Sinon, ça veut dire qu'on est en idle et que, de ce fait, on ne trouve pas le sol. Voilà. Donc, enfin, plutôt qu'on trouve le sol. Parce qu'on est sur le sol, on peut courir. On enlève l'exit time ici. On fait la durée de transition ici. Et de la même manière, on vient rajouter deux conditions. Une qui vérifie qu'on est
pas en train de courir, hop, et une qui vérifie que on est bien sur le sol. Même chose pour jump, hop, hop, et on va faire la même chose que sur le fall. Je vais faire ça rapidement. « 0.1 front ground ». Faites attention de bien modifier toutes les transitions, parce que là, elle est un peu cachée, mais il y en a bien une en dessous. Je l'ai déjà fait. Voilà, et là on a donc toutes mes transitions qui sont faites. Et là, si on vient faire play, on va pouvoir voir que bah, ça fonctionne normalement. Attention, là il tombe bien, et si je saute, il va bien tomber. C'est bon. Alors j'ai fait quelques modifications au niveau du player. Si on regarde au niveau du player, vous pouvez déplay. J'ai juste modifié la gravité pour qu'il saute un tout petit peu plus, de manière à ce que je puisse gérer un peu ce que je veux, comment je veux aller me diriger. Donc j'ai modifié ici, j'ai fait 3 au niveau de la gravité dans le rigid body, et j'ai mis 700 du coup au niveau du jump force, pour un peu faire moins fort, étant donné que j'étais à 1000 juste avant. Je suis descendu de 6 à 3, et ici de 1000 à 700. Voilà. Donc ça c'est tout. Maintenant, ce qu'on veut, c'est plus s'occuper de l'animator. On a fini avec l'animator, donc je vous propose de cliquer droit sur l'animator et de faire Close Tab. Pareil pour l'animation ici, Close Tab. Et ce qu'on veut, c'est modifier la gemme. Donc, je vais cliquer sur la gemme, double-clic dessus. Et ce qu'on veut, nous, c'est Collectible. Donc on va modifier au niveau de Collectible quelques petites choses, pour faire en sorte que lorsque il termine l'animation de l'explosion, ce qu'on veut, nous, c'est que notre gemme, elle aille ailleurs. Donc pour ça, il faut changer sa position et la dispositionner dans un endroit aléatoire, dans une zone qu'on aura définie. Alors cette zone, on va pouvoir la déplacer. On va faire en sorte que ce soit des objets qui nous disent la zone. Et pour ça, du coup, on va créer des zones. Donc ces zones-là, il faut les appeler. Ça va être des variables. Pour ça, on va faire public game object zone 1 zone 2. Voilà. Ça va être le début de la zone et la fin de la zone. Et dans Start, ce qu'on veut, c'est définir ces zones-là en question. Donc on veut que zone 1 est égal à GameObject.find object 1. Ça va être comme ça qu'on va le nommer. Et là, on va prendre tout ça, on va le copier-coller, et on va changer ça pour que ce soit l'object 2, et que ça se définisse par rapport à la zone 2. Voilà. On a fait nos deux lignes, on allait chercher les objets qu'on va aller créer juste après. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aller chercher au niveau des zones, faire en sorte que lorsque l'animation soit finie, notre objet, bah, il se téléporte. Donc pour ça, on va faire this.transform.position est égal à un nouveau vecteur de dans une rangée aléatoire, donc random. Donc c'est une nouvelle fonction qu'on voit, qui nous donne directement Unity, donc random range. Ça va regarder dans quelque chose d'aléatoire. Et nous, cette rangée, c'est la zone 2.transform.position.x, puisque c'est la position x. Et nous, on veut regarder par rapport, du coup, à entre la zone 2 et la zone 1. Donc zone 1.transform
position.x. Donc là, on regarde de la zone 2 à la zone 1. Et là, maintenant, deuxième ligne, on a fait le x. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour les y. Donc pour ça, je vais copier toute la ligne qui est là, juste avant la parenthèse bleue. Et je vais là, je vais faire une virgule et je vais la coller. Hop, virgule. Voilà, et je vais la coller. Ça va faire une très longue ligne. Et nous, ce qu'on veut modifier, c'est ici. Non, c'est le deuxième. C'est ici, c'est Y. Et ici, même chose, c'est Y. Donc maintenant, on a fait le X et on a fait le Y. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait. Notre objet, il disparaît. Il se téléporte. Enfin, il dit qu'il désactive tout simplement. Et on n'a même pas besoin d'ailleurs de dire qu'il se désactive puisqu'on veut juste qu'il se téléporte. Donc on va faire ça. Et l'objet va directement dépop et réapparaître. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est que notre objet, il refasse une transition vers ce qu'il était de base. C'est-à-dire le fait qu'il soit collecté, bah, je veux qu'il revienne en false. Donc on va refaire un animator. Animator.setBool. setBool entre parenthèses, guillemets collected, false. Puisqu'il n'est plus collecté. On veut qu'il puisse être recollecté. Voilà. Donc maintenant, il ne va pas disparaître. C'est exactement ce qu'on voulait. On peut sauvegarder et on peut revenir au niveau de ce Nielent. Maintenant, il y a quelques petites choses à faire. D'abord, j'ai une petite erreur. Il me manque un point virgule. Je vais le faire. À toute fin ici, j'ai oublié mon point virgule. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est créer l'object 1 et l'object 2. Donc pour ça, on va créer des objets. On va faire plus, create an empty, parce que ça va être un empty. On va lui donner une icône, comme ça on va pouvoir le voir tout le temps. Voilà. Je vais donner l'icône ici. Et je vais l'appeler comme je l'ai écrit object 1. Et je vais le dupliquer. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et ici, je vais faire, hop, je vais supprimer, je vais faire 2. Donc là, j'ai mon object 1 et mon object 2. Et je veux que dans ma gemme, ici, même pas besoin en fait, il va normalement tout de suite le trouver, puisque maintenant j'ai fait object 1, object 2. Donc si je clear, il ne devrait pas me dire object 1, object 2. Normalement, il devrait le trouver. Donc, on n'a plus besoin de rien faire. Il va le trouver lui-même. On peut dézoomer et placer nos objects. Alors, hop, on vient le déplacer de là jusque là. Et là, il va pouvoir se téléporter dans cette zone. Il n'a pas encore trouvé les objets. On va vérifier que j'ai pas fait de faute. Zone 1 et zone 2. Ah oui, il me manque juste un truc. C'est qu'object 1 et object 2, il va pas pouvoir les trouver directement. Il faut que je les définisse quand même ici. Pour ça, on va faire public string. Donc string, c'est le texte. Donc c'est quand on met des petites guillemets. Et on va faire object 1, object 2. Voilà. Point virgule. Et là, normalement, c'est tout ce qu'il faut. Voilà. Si je reviens là, il devrait trouver les objets étant donné qu'on les a créés. Parce que ce qu'il fallait bien définir, c'était que ce soit des strings, étant donné que c'est du texte qu'on vient aller chercher. On vient aller chercher si mon object 1 et mon object 2, en termes de texte ici, soient bien écrits comme ça. Pour ça, il faut les trouver comme ça. Donc il faut les prédéfinir avant dans le code. Voilà. Et là maintenant, si je le récupère,
quelques petites erreurs. C'est normal, on n'a pas fait encore dans l'animator, donc on va aller récupérer l'animator. J'avais oublié qu'on aurait besoin de faire ça. Dans l'animator, on veut récupérer ma gemme, on clique sur ma gemme, et on veut refaire une transition de pop-up à gemme pour que dans cette transition, on enlève les time, la durée de transition, et on veut que lorsque collected il est false, bah, il revienne à gemme normal. Donc on va faire scène, et là on peut refaire play, et normalement, il va collecter, et quand l'animation va être terminée, il va se téléporter aléatoirement. Alors si ça fonctionne. Ça marche toujours pas. Alors. Il trouve pas la ligne 26. Il trouve pas ça. Il trouve pas la zone 1, la zone 2, etc. On va aller regarder ça tout de suite. Object 1, Object 2. Tac, tac, tac. Si j'ai bien fait mon random range ici, ma zone 2 et ma zone 1. Alors, ça tombe bien, c'est qu'on peut voir ici si c'est bien défini dans Unity. Donc on va aller voir au niveau de ma gemme, dans le code, si c'est bien défini. Non, parce que de ce fait, j'ai rien écrit dans ma gemme. Ça tombe bien, on va pouvoir le définir. Ici, on fait bien l'object 1 et l'object 2. On va taper object 1, object 2. Alors, je suis pas obligé de le définir ici, puisqu'il va se redéfinir automatiquement. C'est juste qu'il faut écrire de la même manière. Au cas où, si l'objet n'existe pas au démarrage du jeu, peut-être qu'il va être créé après, ou même peut-être qu'il va être modifié, ou je ne sais quoi. Comme ça, on peut toujours venir le remodifier ici. Et là, normalement, si je regarde dans ma gemme, plus bas, il a bien redéfini ce qu'il fallait. Et là, il se téléporte bien comme il faut. Et j'ai mon nombre de gemmes qui s'incrémente toujours, même si je suis au-delà de ce que je suis censé avoir. Et c'est bien dans la zone que j'ai définie. Donc c'est exactement ce que je souhaitais. J'ai plus de soucis. Voilà. Deuxième étape, on a fait ça. On pourra maintenant dispositionner comme on veut nos zones. Si je veux, je peux faire en sorte que ma zone, elle vienne jusqu'ici. Voilà. Je fasse attention avec les murs. Je vais me mettre ici. Et je vais me poser ici. Voilà. Donc il faut que je fasse attention avec chaque mur pour faire en sorte que si je veux, je peux créer d'autres zones pour faire en sorte qu'ils se téléportent dans d'autres zones. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que ce soit modifiable. Mais de ce fait, si je regarde, bon là, je peux pas aller plus loin. Et c'est là, l'étape suivante, c'est modifier la caméra pour faire en sorte qu'on puisse voir plus loin. Donc pour ça, on va créer un nouveau code. Donc on va dans Project, Script, Create, C# Script. Ce script, on va l'appeler FollowCam. Voilà. On attend que ça s'ouvre. Et dans le script, on va venir écrire. D'abord, on va venir supprimer certaines choses, puisqu'on va pas avoir besoin du start. Donc on peut enlever le start, enlever la ligne ici aussi. Voilà. Et on va venir écrire public game object follow target. Ça va être ce qu'on veut suivre dans notre jeu. La personne qu'on veut suivre, ça va être notre player. Et ici, on va venir écrire si, donc if la follow target elle est égale à nul, alors on va retourner du vide. On va faire retourne. La raison pour laquelle ici j'ai pas mis d'accolade, c'est parce que lorsqu'il n'y a qu'une seule ligne dans le if, il n'est pas forcé de mettre une accolade. Donc je ne vais pas en mettre, j'ai pas d'intérêt. Là, il faut faire attention.
ça va pas être un vecteur 2, ça va être un vecteur 3. Parce que la caméra, elle est en 3D, parce que tout le logiciel est normalement censé être en 3D. Il est juste adapté en 2D pour vous donner une impression de 2D. Mais de ce fait, lorsque je bouge ma caméra, je peux la bouger aussi sur l'axe X, Y et Z. Et le Z, il va venir me coller au niveau de mon support de jeu. De ce fait, je ne verrai pas mon jeu, mais je verrai derrière mon jeu. Et derrière mon jeu, c'est du fit. Donc si je mets vecteur 2, il va venir se coller. Alors que si je mets vecteur 3, je peux garder ma position de ma caméra qui est en arrière sur un certain plan. Voilà. Là, je vais définir ma position sur l'axe X pour faire en sorte que je puisse, hop, transforme point position point X. Et du coup, cette ligne me permet de définir ma position sur le X, ma nouvelle position selon la position de ma target. Et on va faire en sorte que ma caméra change selon la position de ce fait de mon player. Qu'on lui donne cette position en question. Information importante, si on souhaite par exemple faire en sorte que ça se déplace aussi sur l'axe Y, on devrait venir prendre ça et faire Y. Voilà, tout simplement. Ou même pas besoin, on pourrait normalement juste venir prendre ça et la définir normalement ici. Il posera là. Donc non, plutôt dupliquer ça. On va le faire comme ça, vous comprenez. Vous dupliquez ça, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et c'est avec et sans, comme ça vous pourrez voir la différence. Mais là, si on met Y, on pourra se déplacer sur l'axe X, mais aussi sur l'axe Y, qui est la hauteur. De ce fait, on pourra se déplacer dans tous les sens. Voilà. Donc on va associer à la main caméra notre code. Alors, j'ai une petite faute, je vais venir la corriger. J'ai oublié mon point virgule. Hop, voilà. Donc je vais associer mon code à la caméra. Je vais venir associer mon GameObject de ma target, de ma follow target à mon player. Et on peut voir que maintenant, ça va pouvoir fonctionner. Hop, on associe. Voilà. Et on associe le player, player idle. Vous pouvez même changer d'ailleurs le nom du player. Pour plus qu'il s'appelle player dev, il faut juste l'appeler player. Ça ne change pas grand chose au jeu. Ça vous évitera d'avoir un vieux player idle en boucle. Hop. On attend que ça fasse. Voilà. Et là, ma caméra suit mon player de haut en bas. Là, je peux sauter. Et là, on voit que vous avez peut-être mis des pentes aussi. Vous avez peut-être le même problème que moi. C'est normal, c'est parce que la case de notre personnage, c'est un carré. Et un carré face à un truc un peu pentu, bah, il va venir se bloquer. C'est pour ça qu'on a créé des roues, d'ailleurs. Donc là, ce qu'on veut, c'est modifier le box collider. Mon box collider, c'est vraiment un box. Donc on va venir le remove et le changer pour faire, pas ça, mais on va mettre, non pas un box, vous allez taper collider, et vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle un capsule collider 2D. Si je regarde le capsule collider 2D, ça fait un sorte de cercle, on peut venir le modifier pour donner la forme de notre player. Là, je vais le modifier, tac, tac, tac. Là, il a la forme de mon player. Voilà. Et maintenant, si j'appuie sur play, je crois que j'ai oublié de modifier peut-être certaines choses. Non, c'est dans le rigid body, donc c'est bon. Donc maintenant, il va se déplacer comme avant, pas avoir de problème. Et ici, il va pouvoir monter les pentes. C'est purement parce que c'est arrondi. De ce fait, il pourra appréhender cette pente. Voilà. Quand je tombe dans le vide, je meurs bien. Et là, on peut regarder par rapport à ma gemme. Elle va bien
disparaître et réapparaître. Avec la petite fin d'animation qui donne l'impression qu'elle réapparaît. Ça va donner un petit effet sympa. Voilà. Donc maintenant, on a fait le follow cam, on a fait la gemme. Qu'est-ce qui nous manque? J'avais dit l'affichage. Donc on pouvait faire un petit affichage. Pour ça, on va faire plus et dans tout en bas, dans 2G, je crois qu'on a. Non, c'est pas dans 2D, c'est dans UI Toolkit, vidéo. Faut le retrouver. Pas dans audio. Je crois que si on tape juste UI, ouais, c'est ça. C'est dans UI, on a Canva. On clique sur Canva. Il y a Canva qui va se créer et il y a Event System qui va se créer. On a besoin de rien de plus que ça. Et vous allez voir qu'on a un cube qui s'est créé autour de notre caméra. Au-delà de notre caméra. Ah non, autant pour moi, il est plus grand que la caméra. On voit qu'il est gigantesque. Vraiment énorme. Et donc ça, on va voir le modifier pour faire en sorte que déjà il soit mieux au niveau de notre caméra. Pour ça, on peut changer certaines choses. Donc première étape, on va changer dans le canevas ici, on va faire caméra. On va sélectionner notre caméra. On peut ici changer, mettre la caméra. Voilà. Et là, il va bien se mettre à la taille de ma caméra, tout autour. Voilà. Ici, on veut qu'il soit sur les ordres de layer, on veut qu'il soit au maximum, puisqu'on veut qu'il soit tout devant. Donc on va le mettre à 1000, de toute façon, on s'en fout. Vous allez comprendre après à quoi correspondent les ordres de layer. Je l'expliquerai quand on verra la map. Ce qu'on veut maintenant, c'est rajouter un nouveau script, create, C# script, et on va l'appeler HUD. On double-clique, ça l'ouvre. On a un nouveau code, on va pouvoir s'amuser avec. Donc, première étape, on va regarder comment récupérer les gemmes. Alors, première chose, on a quelques petites choses à rajouter ici. Donc, on a une nouvelle librairie, puisque la librairie, elle est en plus de celle de Unity. Donc, pour ça, on doit faire using tmp, donc tmpro, point virgule, using unity engine.ui, et après on a using unity engine, point virgule, tout simplement. Même pas besoin de cette ligne, en fait on l'a déjà. Magnifique. Ça nous fait 5 lignes. Ce qu'on veut maintenant, c'est récupérer le game manager, parce qu'on va avoir besoin du game manager pour savoir le nombre de gemmes qu'on a dans la partie. Donc on va faire private game manager, game manager. On va le définir dans le start, comme ce qu'on fait depuis le début. Donc, game manager est égal à find first object by type game manager. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut rajouter, c'est une image. Non, c'est du texte, pardon. On veut faire en sorte que notre texte évolue en fonction du nombre de gemmes qu'on a. Donc pour ça, on va faire public text mesh pro, c'est uguy. Voilà. Et là, on va faire gem counter. Voilà. Ça va être le nombre de gemmes qu'on a. Et là, ce qu'on veut, c'est modifier ce nombre de gemmes selon le nombre de gemmes qu'on a actuellement. Donc pour ça, on va faire gem counter.text est égal à game manager.current gem plus, entre guillemets, et ça c'est si on veut rajouter un certain nombre de total de gemmes, ce qui ne va pas être vraiment utile, donc on va
je dois écrire voici, même pas besoin, en fait, on va juste écrire le nombre de gemmes, ce sera suffisant, puisque on peut avoir un nombre de gemmes presque infini étant donné qu'elle respawn à l'infini. Donc on va juste mettre ça, ça va suffire. Voilà. Et là, bah, on a notre compteur de gemmes qui est là. Mais il faut modifier au niveau du game manager, parce que les current gemmes, le gem counter, qui n'est pas un gem counter, je crois qu'on a mis. Non, les current gemmes, c'est ça. On a fait en sorte qu'elles soient privées. Donc, il va falloir la modifier pour faire en sorte que ces gemmes-là, bah, on puisse y accéder. Donc, on va juste modifier ici, puisque on va pas l'appeler de la même manière. Donc, on va mettre une majuscule au C de current gem. Voilà. Et dans Game Manager, de ce fait, on va venir changer, enfin, on va pas venir changer, mais on va venir rajouter une ligne pour venir récupérer la valeur. Pour faire ça, on doit venir créer une nouvelle variable qui va faire public int current gem. Et là, on va ouvrir les guillemets et on va faire get entre parenthèses, entre guillemets, pardon, entre accolades plutôt, return current gem. Et donc là, il va venir me récupérer les gemmes que j'ai dans ma partie, sans venir y toucher, puisqu'il va les laisser comme elles sont, mais il va venir la donner à une nouvelle variable qui, elle, est publique et qu'on va récupérer dans la HUD. En général, toutes celles qui récupèrent, même si elles sont publiques et c'est un get, on viendra les mettre tout en dessous. Comme ça, on voit c'est lesquelles, puisque ça fait quand même quelques lignes, ça fait pas juste une ligne. Et donc là, si on vient tout sauvegarder, on est bon, on l'écrit de la même manière. Hop. On regarde, j'ai fait une petite faute, j'ai oublié un point virgule à la ligne 10. Voilà. J'ai fait une petite erreur à la ligne 22, puisque j'ai pas... j'ai juste mis du int alors qu'il veut du string. De ce fait, il n'a pas aimé. On a peut-être besoin de rajouter un peu de texte, sinon il va pas aimer. Là, ce qu'il voudra bien. Voilà, il fallait juste rajouter un peu de texte, sinon il ne considère pas qu'on a fait du texte, et il n'aime pas, ça serait dommage. Donc, maintenant ce qu'on veut rajouter, bah, c'est ce fameux texte, parce que le texte, on l'a pas encore créé. Il va, donc c'est dans UI, dans Text Mesh Pro, et là on peut importer le TMP essentiel. Pas besoin d'importer le extra, qui servira à rien, mais au moins le TMP essentiel, parce que c'est important pour faire du texte. Donc on attend un petit instant. Ça a copié des fichiers. Hop, on voit qu'il a bien été mis. Et maintenant, on a besoin de venir dans le canevas, de lui donner l'HUD. Et si on descend, on peut donner le gem counter au niveau du text mesh qui est ici. Je peux venir le déplacer. Hop. On peut venir le réduire. Je vais regarder les valeurs que je peux donner à tout ça. Donc, première étape, on va écrire 0, parce que ça c'est 0. C'est le nombre de gemmes qu'on a au tout début. Comme ça, il va s'initialiser sur ça. Et ici, on va mettre le font size à 20. Et on peut mettre un front style un peu plus gras avec, je pense que ça sera suffisant, mais faut regarder s'il y a d'autres choses qu'on peut mettre.
Ça devrait être suffisant pour voir le compteur de gemmes. On va rajouter à ce canevas une petite image. Parce que de ce fait, on aimerait voir une petite image. Donc UI, image. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'ici, on ait la gemme d'afficher. Donc pour ça, on peut rajouter le sprite de l'image. Donc c'est la gemme. Je vais rajouter la gemme qui est là. Et là, on voit que la gemme est bien mise. Hop. On va juste modifier sa position. On va la mettre à moins 25. Non, à 25. Et ici, à moins... non, il faut venir ici modifier pour le mettre sur le côté. Comme ça, il viendra toujours s'aligner selon un certain point. Ça, c'est son point d'origine. Un peu comme tous les objets qu'on a créés, ils ont tous un petit point d'origine. 25, donc ici, comme j'avais dit. 25. Ici, on met moins 65. On peut même mettre moins. On peut mettre moins 50. Moins 40. Ouais, moins 40, c'est bien. Et on vient modifier ici la taille, on va mettre 40. Et 40 pour que ça soit proportionnel. C'est suffisamment petit. Je vais encore venir un peu le déplacer. Et je vais déplacer le texte ici pour qu'il soit à peu près à la même taille. On peut venir ici un peu l'agrandir. Venir ici prendre. On va mettre 25. C'est encore un peu gros. On va mettre. Bon, après, c'est le seul score qu'on aura, donc c'est pas mal. Je vais venir un peu le réduire ici. Et ici. Hop. Voilà. Et maintenant, si on regarde, on a bien tout qui est initialisé, puisque ici on avait besoin de mettre le texte, on l'a mis. Si j'appuie sur Play, j'attends un instant. Le Canva, vous allez voir, voilà, il va écrire 0 GM, et quand je vais récupérer des gemmes, il va augmenter le nombre de gemmes. Alors, vous pouvez venir modifier si ça ne vous plaît pas de comment est-ce qu'il est écrit. Vous pouvez venir tout faire. Vous pouvez même rajouter un petit espace au début de gemme. Donc, ici. Vous pouvez même ne rien mettre si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un espace. Ça fonctionnera. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Du coup, il va comprendre qu'il y a du texte et c'est juste qu'il va mettre un espace. Du coup, ça va être vide. Je vais réduire parce que je trouvais ça vachement énorme quand même. Je vais remettre à 20. C'était bien 20. J'appuie sur Play. Et maintenant, lorsqu'on appuie sur Play, on a les gemmes qui viennent s'augmenter à chaque fois qu'on vient récupérer une gemme. Voilà. Voilà ce qui se passe, c'est que de ce fait, comme j'avais expliqué, il y a des zones qui peuvent se créer, sauf que elles peuvent se créer dans le sol. Pour ça, c'est à vous de venir récupérer les codes qu'on a créés pour détecter lorsqu'elles pourraient être dans le sol. On se rappelle, on avait fait le trigger, le layer, etc. Et donc détecter lorsqu'elle est dans le sol avec le trigger et faire en sorte que si elle se sent dans le sol, alors elle viendra se téléporter ailleurs, sans incrémenter de points, mais juste en se téléportant. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Ça posera vraiment aucun souci. Donc maintenant, on va venir améliorer le monde, puisque on peut l'améliorer. Donc on va renommer la tilemap, on se rappelle qui était là, et on va l'appeler foreground. Foreground. Et on va créer des nouvelles maps. Donc on va faire plus de objets, tilemap, rectangular. Et là, on va créer une map qui va s'appeler background. On va la copier et la coller, et on va la renommer foreground. Et là, je vais venir... D'ailleurs, c'était pas foreground ici, c'était middle ground. Hop.
Voilà. Je vais venir la déplacer au milieu. Fais attention de ne pas la mettre dans le background, mais vraiment la mettre juste au milieu. Donc middle ground, ça sera le monde dans lequel on va jouer. Background, ça va être juste un monde en arrière. Ça va pouvoir voir un peu de perspective. Et foreground, ça va être ce qu'on verra devant. Et du coup, là, vous avez peut-être dans votre tilemap joué avec de l'herbe, etc. On va venir récupérer la tilemap dans Windows 2D Tile Palette. On la récupère ici. Je vais venir la déplacer sur le côté. Vous êtes peut-être du coup joué avec ce que je vous avais dit, l'herbe. Sauf que là, ce qu'on veut, c'est que l'herbe, on puisse la mettre plutôt sur le foreground, puisque ça va être en avant et il n'y a pas de physique, puisqu'on peut voir dans la foreground, il n'y a pas. C'est juste purement visuel. Donc si vous voulez pas mettre de visuel et vous amuser avec du visuel, c'est pas grave, ça ne changera rien. Et le background, c'est ce qui va être derrière. Mais pour régler ces trucs, on doit venir changer quelques paramètres. Puisque on doit faire en sorte, on doit dire au jeu que mon plan il est derrière. Donc pour ça, on va venir ici, dans le background, dire qu'il est derrière. Donc on va faire moins 50. Et on va dire que le foreground est devant, donc on va lui dire qu'il est à 50. On se rappelle, le middle ground il est à 0, le foreground il est à 50, le background il est à moins 50. Et donc là, on peut voir qu'il y a une certaine différence qui va se créer. Si j'appuie sur play et que je regarde le jeu, maintenant, mon personnage, il pourra se cacher derrière des petites, de l'herbe. Mes gemmes, je peux aussi les cacher dans de l'herbe si je veux. Là, on peut voir que je suis derrière. Et là, on peut voir que je suis devant l'herbe. Voilà. Je peux toujours récupérer les gemmes, il n'y a pas de souci. Je suis devant l'herbe. Et la gemme, elle est au même plan que moi. Voilà. Il n'y a plus de texte d'ailleurs. Il peut arriver qu'il y ait un peu de bug avec le texte et qu'il vienne se déplacer. C'est vachement récurrent. Ça arrive beaucoup de fois. Pour des raisons inconnues. Vous faites bien attention, vous l'ancrez bien sur le côté, et puis normalement, au bout d'un moment, ça devrait plus bouger. C'est voilà. Donc, je reviens à mes background, middle ground, etc. Donc là, vous pouvez vous amuser à vraiment faire un monde comme vous le souhaitez. Là, par exemple, moi, je pourrais venir prendre ça et le poser au niveau du background, venir ici, au niveau du background. Et là, je peux venir m'amuser à rajouter, je sais pas moi, ça, et puis du coup, ça donne beaucoup plus d'effet à mon monde. Et de la même manière, je peux venir ajouter ça, tac. Hop, hop et hop. Et puis, je sais pas, même en rajouter un ici et ici. Et du coup, bah, ça va donner cet effet de profondeur. Et puis, je vais pouvoir jouer avec le fond, rajouter du fond, puisque avant, si je mettais du fond, bah, ça allait être physique. Et puis, ça allait poser problème, puisque j'allais le toucher. Donc là, je peux vraiment mettre un fond complet. Et puis j'ai aucun souci avec le background, quoi. Et puis m'amuser avec le foreground si je veux rajouter des détails. Voilà, tout simplement. Là, je vais pas en mettre, ça fait un peu moche. Mais moi, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que j'aimerais pouvoir rajouter des props. Parce que là, on a beaucoup de choses, on a toute la tilemap, etc. Là, je peux même rajouter du feu, ça peut être trop cool. Hop. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est rajouter ce qu'on appelle des props. Pour ça, on va aller dans Sunnyland, dans Environnement. Et là, on a des props. Et c'est là qu'on va pouvoir s'amuser avec. Alors, ce qui est sympa, c'est que on avait le background, le middle ground et le foreground, mais ça c'était dans les timemaps. Il faut faire la différence entre les deux. Les props, c'est des objets à part entière. C'est comme quand on a rajouté le player, la gemme, etc. C'est des objets à part entière. Bah là, les props, c'est la même chose. Il va falloir les configurer un par un. Donc là, par exemple, je peux rajouter un bush juste ici. Il va falloir que je change sa taille juste là. Hop. Et il va falloir, dans l'ordre des layers, je n'ai pas besoin de le glisser dans le background, middle ground. Faut pas que je les sélectionne, là, c'est dans le push. Donc c'est vraiment un objet à part entière, je me répète. Et c'est dans l'ordre des layers que je vais pouvoir définir s'il est devant ou en arrière. Moi, je veux qu'il soit en avant, donc je veux qu'il soit à 50. Et c'est là que je vais pouvoir, par exemple, me cacher ou ce genre de choses. Voilà. Et là, hop, je le mets juste ici.
Ici, par exemple, j'ai envie que finalement ici, il y ait une maison. Pareil, je change le scale, je le mets à 5, et je veux que ça soit en fond, donc je veux que ça soit à -50. Voilà. Je veux qu'il y ait, je sais pas, un panneau qui me le dise ici, et qui me dise que c'est ma maison. Tac. Et je veux qu'il soit en arrière-plan. Donc -50. Voilà. Par contre, je veux un rocher juste, je sais pas, juste ici, et qui lui soit au plan d'avant. Je vais le mettre à 50. Et comme ça, je vais pouvoir jouer avec ce genre de choses. Mais par exemple, imaginons que je voulais que mon rocher, en fait, bah, il soit au même plan que moi et que je puisse jouer avec. Bah, je le mets à 0, donc je le mets sur le même plan que moi, je rajoute un composant, et je rajoute un box collider. On a vu, on avait aussi la capsule collider. Si l'objet est plus arrondi, on peut faire en sorte que ce soit une capsule collider. Là, je veux que ça soit mon rocher, que c'est vraiment carré, quoi. Mais si j'avais par exemple voulu ici faire en sorte que ça soit mon palmier, je peux rajouter mon palmier, je fais scale à 5, et là, hop, je peux venir le dispositionner ici. Euh, voilà. Et je dis qu'ici, mon palmier, il est un ordre de layer de 5, mais que du coup, c'est un capsule collider, et que de ce fait, bah voilà, ça fait vraiment un rond. On va faire attention, parce que c'est un rond, donc ça va quand même glisser. Donc je peux peut-être rajouter un deuxième box collider. Voilà. On peut rajouter un nombre de box collider presque infini. Vraiment, on peut jouer avec et faire en sorte qu'on en ait plein pour vraiment gérer toute la zone. Là, je viens remodifier le capsule pour faire en sorte que, je sais pas, ça touche bien ici, parce que je voudrais que ça touche ici, quoi. C'est modifie pour faire en sorte que ça soit selon la zone qu'on veut donner. Ça va prendre cette zone, mais aussi cette zone. Mais attention, parce qu'ici, on a aussi une zone qui s'est créée. Donc, je vais venir la réduire pour qu'elle me gêne pas dans mon déplacement. Donc là, là ici, j'ai mon palmier, et ici, j'ai mon rocher. Et on va voir que maintenant, si je vais dessus, bah, je vais pouvoir marcher dessus, mais par contre, je vais pas pouvoir sauter. Parce qu'on se rappelle, on avait donné la possibilité à notre joueur de sauter uniquement s'il est sur le calque, le layer de ground, non pas de saut, de ground. Donc là, si je vais dessus, là, je peux sauter, mais si je vais sur mon rocher, bah voilà, je suis sur le layer ground, donc enfin, je suis pas sur le layer ground, donc je peux pas sauter. Par contre, et d'ailleurs, mon personnage, il continue de tomber, puisqu'il détecte toujours pas le sol, donc il dit pas qu'il est sur le sol. Donc je fais sur le rock et je change le layer. Là, je le fais dans le jeu, donc ça marchera que là pendant la partie, mais après, il faudrait que je le rechange. On peut voir que maintenant, je peux bien sauter dessus, et puis il se voit. Et puis lui, je peux aller derrière le bush. Ici, je peux venir sauter. Là, j'ai mon panneau, j'ai ma maison, et puis ici, bah, comme j'avais défini, j'avais mon palmier. Mais par contre, comme j'avais dit, j'ai pas mis son layer ground, donc il se définit pas sur le sol. J'avais dit qu'il y avait un box collider sur tout le long, donc il y a bien tout le long. Et j'avais dit qu'il y avait un box collider après. Si j'essaye, bah, bon, j'y arrive pas, mais j'aurais bien détecté le layer en question. Donc voilà, on a tout le monde entier. On peut créer notre monde à l'infini. Mais ce que je veux, moi, c'est plus de gemmes, parce que bah, j'ai beaucoup de gemmes. J'ai envie d'en créer plein. Pour ça, on va créer un dernier dossier qui va s'appeler préfab. Préfabs. Un S, parce qu'on pourrait faire plusieurs préfabs. Et je vais glisser ma gemme dedans. Et là, ma gemme, elle va devenir bleue, ici aussi. Et si je viens dans mon monde et que je vais glisser cette gemme-là, bah, de la même façon, la gemme, elle va venir se poser. Et vu qu'ici, on a bien écrit les types d'objets, on n'a pas besoin de redéfinir plus haut. Ça va venir se définir dès le début du jeu, et on n'aura pas de soucis. Et puis, par exemple, si j'ai envie de recréer plein de fois mon palmier, avec cette box, etc., je peux venir pareil le mettre ici, comme ça, j'aurais pas besoin de remettre en boucle les box collider et les layers. Là, on voit, j'ai évidemment un layer qui est bien mis, et je pourrais le poser ici, et du coup, ici, j'aurais mon sol aussi ici. Puis j'aurais tout un monde. Ce qu'on va pouvoir faire pour terminer le tout, c'est rajouter un petit fond
puisque ce qui manque, c'est un petit fond, parce que là, c'est un peu vide, et ce serait dommage de mettre une timelap partout. Donc, ce qu'il faut, c'est aller dans Assets, dans Sunnyland, dans Environnement, dans Back, et là, on a un back, et puis on peut le mettre à -100, parce que c'est vraiment tout derrière. Et là, on peut l'agrandir à une taille de 5, ou même encore plus grand, puisque il y a des conventions de règles de pixel art, mais là, on s'en fout. Donc, je suis sur la pause. Et je pourrais le mettre pour faire en sorte qu'il soit toute la longueur de mon monde. J'aurais juste besoin de changer le draw mode, pas en sap, mais en TLED. Et là, de venir rajouter la size en wife pour que ça fasse une répétition infinie. On peut voir que ma taille de map est gigantesque. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. On a fini pour voir comment rajouter tout ce qu'on voulait rajouter. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé faire votre monde, aimé programmer, aimé voir tout le logiciel. Euh, et puis, à vous maintenant d'explorer, de trouver d'autres tutoriels qui vont potentiellement être en anglais. Si vous en trouvez en français, c'est magnifique. Et puis, vous améliorer, créer par exemple des ennemis, faire en sorte de la gemme, la modifier, créer un petit message qui va vous dire oui, vous avez réussi dès que vous touchez à la maison. Et puis voilà, et puis essayer plein de choses. C'est le but, c'est infini, il y a tout à faire, il y a tout à créer. C'est à vous de le faire. Merci de m'avoir suivi.